Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on est avec Joanne Boachon. Je prononce bien, Oui. Pas de bêtises. Joanne, tu es la dirigeante et fondatrice de Mineka. Merci Joanne d'avoir accepté notre invitation dans cet emploi du temps de mi-année assez chargé, tu nous le disais en off. Mineka, vous êtes une structure de l'ESS. Vous êtes la première plateforme de produits, matériaux, équipements de réemploi de la métropole de Lyon. Alors, nous, vous connaissez un peu par les ateliers Emmaüs et notre copain Guillaume Poignon, mais on vous a surtout découvert au travers des matériaux dans le 6B qu'on a utilisé. Votre objectif, il est de démocratiser la pratique du réemploi des matériaux dans la construction. Et vous avez pour ça des moyens d'action, la collecte, la redistribution des produits, d'équipements de matériaux de construction encore viables à destinée de la benne, donc on évite de jeter. Vous accompagnez les acteurs de la construction dans leur démarche de réemploi, c'est une mission de conseil, et vous faites de la sensibilisation aux nouvelles manières de construire et d'habiter. Joanne, merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de pouvoir passer un moment avec toi, créer cette rencontre. Et pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît ? Merci tout d'abord pour l'invitation. Donc moi, je suis architecte de formation et j'ai créé Mineka il y a 8 ans suite à quelques années d'exercice du métier d'architecte parce que j'avais envie de construire avec des matériaux de réemploi. Et donc, depuis 8 ans maintenant, je mène le projet, je dirige le projet de matériothèque et de filière de réemploi sur la métropole de Lyon. Qu'est-ce qui t'a emmené à faire des études d'architecture ? Tu viens d'où exactement ? Qu'est-ce que tu as fait avant ? Alors moi, j'ai grandi à Bellegarde-sur-Valserine, dans l'Ain. C'est juste aux portes du Pays de Gex. Entre Bellegarde et Saint-Gervais-les-Bains, où mes parents en fait se sont séparés, donc j'ai grandi vraiment à la montagne. Donc je suis une férue de montagne. Et puis j'ai passé mon bac. J'ai eu mon bac et j'ai un parcours, si on peut dire, un peu atypique, mais finalement, maintenant, quand je rencontre beaucoup de gens, je retrouve que mon parcours est pas si atypique que ça. En fait, j'ai un bac littéraire. J'ai beaucoup galéré dans les matières scientifiques depuis le collège. Et puis, après mon lycée, j'ai fait une école de décoration. J'ai fait un BTS de décoration dans une école privée à Lyon. Et ça me plaisait pas vraiment parce que il manquait un petit truc. Il manquait un petit truc dans ces études. Je trouvais que c'était assez superficiel. On nous demandait d'acheter des magazines de déco qui coûtaient très cher, en plus, à l'époque. Bon, ça coûte toujours très cher. C'est beaucoup de pubs. Et donc, en fait, il y avait pas de sens. Il y avait pas de sens, ça manquait de culture. Moi, j'adorais au lycée, l'histoire, j'adorais le sens des choses, la philo, etc. Et là, il y avait pas grand-chose. C'était très couleur, très coussin, très superficiel finalement. Après, chacun son métier, mais en tout cas, moi, j'avais besoin de ça. Et un jour, on avait un cours d'histoire de l'art et on a fait l'objet du cours, c'était le Bauhaus, donc un courant moderniste de l'architecture. Et on devait faire un exposé. Et donc moi, j'ai choisi Mies van der Rohe, Ludwig Mies van der Rohe, un architecte allemand. Et je suis complètement tombée amoureuse déjà du mouvement et de son architecture, et qui était pleine de sens. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux être architecte. Et donc, suite à ça, je me suis renseignée pour faire mes études, pour poursuivre mes études d'architecture. Donc, j'ai
j'ai regardé toutes les écoles d'archi qui existaient autour de Lyon. Donc il y avait celle de Lyon, celle de Grenoble et celle de Montpellier. Et j'ai choisi celle de Lyon parce qu'à l'époque, il y avait un master qui s'appelait Architecture, ambiance et développement durable, qui était dirigé par Philippe Madec, qui est le fondateur du mouvement La Frugalité Heureuse, qui est un architecte spécialisé en architecture environnementale. Et donc j'étais prise à l'école d'archi de Lyon et c'est comme ça que je suis devenue architecte. Donc là, tu t'es remis aux maths, à la physique, à la RDM, Ah, tout à etc. fait. Et ça a été terrible. Ça a été terrible. J'ai galéré. J'ai redoublé toutes les matières scientifiques pendant toute la licence. J'en ai fait des cauchemars des années après. Mais j'ai réussi. J'ai réussi. Et en fait, j'étais passionnée par le projet et par toutes les autres matières. Donc, je me suis accrochée et j'ai réussi à compenser avec les autres matières. C'est chouette. Comme quoi, hein, quand on a un projet et une vraie envie, les petites difficultés se surmontent. Alors, je dirais pas que c'était des petites Les difficultés, grosses. c'était plutôt des grosses, Ouais. mais finalement, c'était beaucoup de les études d'archi, en tout cas à mon époque, c'était pas facile, hein. C'était la culture de la charrette. On dormait pas pendant des nuits pour, rendre nos projets et en fait, on avait beaucoup, beaucoup de travail donc c'était pas, et je pense que c'est en tout cas, les architectes, on est formés à travailler comme des brutes. Et à dédier nos vies et nos projets, et à notre pratique, qui est finalement plus très, en accord aujourd'hui avec, le respect de la vie pro, la vie perso et cetera. Moi, j'ai quitté ce milieu il y a une petite dizaine d'années maintenant, 8 ans. Mais j'ai travaillé dans des agences où on bossait jusqu'à 3 heures du mat et c'était normal et on n'était pas rétribués ni en récup, ni, Monétaire. de manière financière, voilà, c'était normal. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu changé, il y a de plus en plus de management bienveillant dans les boîtes d'archi, mais en tout cas, moi, à mon époque, il y avait des boîtes noires, dans lesquelles il fallait pas aller bosser parce que c'était l'enfer, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette culture-là dans ce métier-là? C'est quoi? C'est un métier qui est extrêmement concurrentiel, donc il faut se battre et jusqu'au dernier moment? Non, Mais je pense que c'est plus, heu, on nous apprend que c'est une vocation et donc qu'on doit porter, le geste architectural est très important, ce qu'on fait est très important et donc il faut que ce soit parfait, heu et que, ce qu'on fait est un peu au-dessus de tout. Mmh. En tout cas, c'est comme ça que moi j'avais vécu et je me souviens d'un prof qui nous avait dit: «Être architecte, c'est être égocentrique parce que vous arrivez, il y a rien, vous repartez, il y a quelque chose et faut que ce soit la chose la plus, magnifique, possible. Parce qu'on a un impact sur le monde qui nous entoure». Mmh. Et toi, tu le vis comment quand tu reçois ce genre de message, parce que tu fais quand même un choix presque dès le départ, de choisir une école qui a un engagement ou en tout cas des matières, plutôt, axées, développement durable et à la fois tu as ces messages-là aussi? Mmh. Pendant les études, en fait, c'est stimulant. C'est stimulant parce qu'on se dit que ce qu'on fait, c'est important, c'est très important et donc ça flatte un peu, nos égos. Puis il y a aussi d'autres messages, hein. L'un des messages qui était ressorti, lors de la pré-rentrée, j'ai un souvenir très, très clair où le prof qui nous accueillait nous dit: «Regardez à côté de vous, la moitié des personnes, qui sont dans cet amphi ne seront pas architectes». Et en fait, il y a beaucoup de, personnes qui arrêtent au cours de leurs études et beaucoup de personnes qui ne sont pas architectes, en effet. Donc moi, je ne suis plus architecte, hein, depuis 10 ans et en fait, il y a un petit peu, en tout cas moi comme ça que c'est comme ça que je l'ai vécu, ce besoin en fait d'aller, contre ce proverbe ou cette, prophétie qu'avait dit ce prof. Mmh. Et on nous pousse en fait vraiment à faire toujours mieux, aller dans le détail et moi j'ai des souvenirs où, on fait pendant des heures des maquettes la dernière nuit alors que ça sert pas forcément, à grand chose, quoi. Quelle est ta vision, toi, de l'architecture aujourd'hui?
Ma vision d'architecture aujourd'hui, en personnellement, heu, en ayant arrêté il y a 8 ans pour monter, Mineka, je me sens beaucoup plus proche du métier que je voulais faire, du métier d'architecte, des pratiques architecturales que je voulais mener et j'ai aucun regret d'avoir, quitté ce monde. On me demande souvent et pas plus tard que la semaine dernière, on m'a demandé si l'architecture, ça me manquait pas et non, ça me manque pas parce que déjà, je pense que j'étais pas une très bonne architecte. En tout cas, une architecte d'agence. J'étais pas très productive. Moi, passer des heures sur l'ordi et dessiner, des calpinages de faux plafonds ou de plans de faïence et en fait, il faut en passer par là, hein, pour maîtriser les choses. Mais je m'ennuyais énormément. Je m'ennuyais énormément quand j'étais, en agence et puis j'en ai fait pas mal. Donc j'ai eu du mal à apprendre le métier, parce que j'ai fait plein de petits CDD, des périodes de chômage, et en fait, je suis sortie de l'école en ayant l'impression de ne rien savoir et de devoir tout apprendre sur le tas. On nous apprend des grands concepts, mais en tout cas à mon époque, c'était peu professionnalisant. C'était peu professionnalisant et donc on débarque en agence. Enfin, moi, j'avais débarqué en agence et je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien, et et ça a été un peu compliqué la différence entre, l'école où tout est en tout cas, les projets sont libres de contraintes. On fait des projets magnifiques. On nous demande de faire, des musées, on nous demande de faire, des tours, des projets, complètement extraordinaires et finalement, dans la carrière d'un architecte, celui qui va faire un musée, il y en a très peu, très, très peu parce que c'est des programmes qui se font il y en a pas tous les jours, en fait. Des écoles, des groupes scolaires, des logements, ça, oui, mais d'autres, des programmes exceptionnels, il y en a peu. Et aujourd'hui, ma vision de l'architecture, c'est, que c'est plein de contraintes. C'est plein de contraintes. Heu, la France est pleine de contraintes et de normes et ce qui fait que, le réemploi est freiné par toutes ces normes et ça mériterait de faire sauter un petit peu, quelques-unes de ces normes pour justement apporter un petit peu de poésie à la ville, tout en construisant des bâtiments qui tiennent debout. Mmh. Mais un petit peu de poésie et on va dire de créativité, ça ça apporterait un petit peu plus de Tu des exemples de, vulgarisés en tout cas, de normes ou de réglementations qui freinent aujourd'hui le réemploi en France? bah, le code de la construction, les assurances. Aujourd'hui, en fait, garantir un matériau ou un produit, de réemploi. Par exemple, vous venez Mmh. chez Mineka, en fait, nous, comme on récupère énormément de matériaux, on est une plateforme multiflux, on peut pas garantir les matériaux. Donc c'est comme si, vous achetiez sur le bon coin. Donc quand c'est, d'un particulier, à destination des particuliers, nous, on a un devoir d'information. Donc on informe, la provenance et on a des conditions générales de vente qui expliquent qu'il faut pas faire n'importe quoi avec, les matériaux. Donc il y a des petites fiches techniques un peu de partout dans le stock. Mais sur une grosse opération, il faut déployer beaucoup plus de matière grise et c'est ce qu'on fait dans le cadre du bureau d'études. Mais, hem, il y a encore beaucoup de freins aussi psychologiques. C'est surtout ça, de mon point de vue et d'expérience avec toutes les personnes qu'on a rencontrées, hem, au cours de nos diverses missions, de bureau d'études. Ce qui ressort le plus, c'est des freins psychologiques, des clichés. Le L'année dernière, on était bureau d'études sur un concours de maîtrise d'œuvre avec, des archis et une grande entreprise générale et il y avait des objectifs de réemploi à respecter qui étaient demandés dans les contraintes, du concours et on expliquait tous les matériaux et les produits qui pouvaient être réemployés et une personne a dit: «Non mais attendez, on va quand même pas mettre des toilettes, plein de tartre». Et donc là, je me suis dit: «Mais en fait, si on en est là, faut
enfin, faut expliquer que en fait, le réemploi, c'est pas des choses toutes sales et toutes caca. Mmh. Et en fait, il y a une préparation, il y a toute une chaîne de valeur qui fait que. Néanmoins, aujourd'hui, ce qui se passe aussi, c'est que l'esthétique du réemploi, c'est-à-dire l'esthétique de la récup, est beaucoup véhiculée, et notamment dans les magazines de déco, DIY, comment fabriquer Mmh. son mobilier de jardin en palette. En fait, on peut faire des choses très, très belles, où le réemploi, on ne sait pas que c'est du réemploi. Moi, je déteste le mot récup parce que ça fait, c'est péjoratif. Mmh. Et aujourd'hui, en fait, on peut construire, rénover, bricoler avec des éléments qui ont déjà servi. C'est juste du bon sens, en fait. Aujourd'hui, et dans tous les domaines de la vie, on a, j'ai lu il y a pas très longtemps un article de Jean Covici qui expliquait que la génération des boomers, qui est en train de commencer à s'éteindre, va nous envoyer énormément d'objets de seconde main, finalement, parce que c'est une génération qui a beaucoup, beaucoup accumulé de Mmh. biens. Et qu'est-ce qu'on va faire de tous ces biens? Et c'est la même chose pour la construction, dans le Mmh. sens où la construction, c'est les 3/4 des déchets en France. Enfin, vous prenez votre poubelle, vous la multipliez par 3. Donc il y a encore tellement de choses à réutiliser, à réemployer, qui sont en très bon état, ou qui méritent juste un petit ponçage, une préparation à l'emploi, comme le fait très bien Atelier Emmaüs. Mmh. Hem Et en fait, juste de dire: «Le réemploi, c'est prendre un vieux chiotte et le mettre sur le chantier, en fait, ça va être dégueu», c'est un espèce d'énorme cliché, Mmh. alors on peut faire tellement d'autres choses, quoi. On est parti là très vite sur le réemploi. Est-ce qu'on peut aller, repasser un bond dans le temps là et revenir à la création de Mineka? Parce que je pense que Ouais. c'est aussi, important, d'où te vient l'idée, comment est-ce que tu crées le projet? Parce que moi je suis allé vous visiter, c'est on parle pas d'un petit projet quoi. C'est je vais dire, pas un truc énorme, mais en tout cas, c'est une belle entreprise. Il y a beaucoup de collaborateurs, il y a beaucoup de stock. On a pioché dans le stock d'ailleurs, je le répète. Mais voilà, comment est-ce que ça naît en fait, la genèse de Mineka? Alors la genèse de Mineka, donc lors de l'un de mes derniers contrats dans une agence, en fait, je m'ennuyais beaucoup. J'avais pas beaucoup de travail et je zonais beaucoup sur Facebook. J'espère que mes anciens patrons m'entendront pas, mais bon, c'est la réalité, donc voilà. La prescription. Heu, c'est sûr. Et je suis tombée sur Facebook ou sur, enfin, je sais pas, sur la toile, et je suis tombée sur une exposition qui s'appelle Matière grise, qui était menée par Encore Heureux Architectes, le collectif d'architectes, et dont le sujet était le réemploi. Et donc là, j'ai découvert le réemploi, parce que pour moi, avant ça, construire avec des déchets, c'était l'architecture des géonefs, des Earthships, avec des canettes et des pneus, heu, un petit peu comme des maisons de hobbits. Et esthétiquement, moi, c'était quelque chose qui me convenait pas, et que qui ne pouvait pas être généralisé en France, parce que le PLU, parce que ça ne plaît pas à tout le monde, et parce que Mmh. c'est trop connoté justement esthétique du déchet. Et que construire avec des vieux pneus, moi, je trouve pas ça très, très joli, et qu'en plus, c'est pas des matériaux de construction. Et donc en fait, ça m'a ouvert tout un déjà, ça a mis beaucoup de contexte sur heu, le les enjeux, sur les tonnes de déchets générés par le secteur de la construction, et puis donner à voir tout le panel qui existait à l'époque sur le réemploi dans la construction, donc des exemples de bâtiments. Et donc bref, je suis tombée amoureuse de ça, comme auparavant quand j'ai découvert Mies van der Rohe pendant mes études, des claques. Comme ça, moi je fonctionne par claques apparemment. Et voilà, et je me suis renseignée, enfin j'ai suivi tout ce qu'ils faisaient. J'ai vraiment trouvé ça super, et en même temps, moi, j'étais dans une démarche personnelle de zéro déchet.
Donc là, c'était la grande époque de Bea Johnson qui fabriquait son déo, sa colle, et cetera, et cetera. J'ai trouvé ça assez chouette. Bon, aujourd'hui, j'en suis un petit peu revenue, hein. Je fabrique pas ma colle, parce que j'ai pas le temps, ni ma lessive. Mais en tout cas, c'était le réemploi, ça me permettait de mettre mes convictions, de mettre en accord mes convictions et ma pratique professionnelle parce qu'en tant que dans les travails que je faisais, dans les agences dans lesquelles je travaillais, je n'avais pas ce sens-là. Je ne faisais pas de l'architecture qui faisait du bien à l'environnement. C'était, en tout cas à mon sens, c'était assez lambda et donc ça a mis du sens dans ma pratique et en 2015, j'ai entamé ma 6e année d'archi, qui s'appelle l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, heu, qui en fait, permet, quand on l'obtient, de s'inscrire à l'ordre des architectes et de signer des permis de construire et de pouvoir monter, sa boîte, d'archi et pendant cette année, en fait, on a un mémoire professionnel à écrire qui, selon moi, donc c'est mon analyse, hein, sert à démontrer, à écrire sa posture professionnelle et à démontrer qu'on ne va pas faire de mal à la pratique ni à la ville. Qu'on maîtrise en fait le métier d'architecte et la maîtrise d'œuvre, donc l'acte de construire. Et je me suis engouffrée dans la pratique du réemploi. Donc j'ai fait énormément de recherches. J'ai interviewé le collectif Encore Heureux. Donc j'ai rencontré Julien Chopin à l'époque de ce collectif. Je suis allée les voir en conférence. Ils étaient passés à Lyon et je me souviens de l'autre cofondateur qui s'appelle Nicolas Delon, qui avait dit un truc très, très impactant, concernant justement les freins, normatifs, qui avait dit, et je le paraphrase tout le temps et à chaque fois je lui dis, je t'ai encore paraphrasé dans un dans un article: «La loi n'est jamais prospective». Et en effet, la loi n'est jamais prospective, que ce soit en architecture, mais partout dans d'autres domaines et il faut toujours être à un moment donné un petit peu illégal pour pouvoir, dépasser ces freins, législatifs, qui sont très, ou ce flou législatif. En tout cas, heu, concernant le réemploi, c'était plutôt un flou à mon sens et donc entre-temps, je me fais, licencier de la boîte dans laquelle j'étais parce que ça se passait pas bien du tout. Donc un peu une découverte, une envie, un peu une conviction qui naît encore plus et en même temps une claque dans l'autre sens, une claque négative où je me fais, virer, où c'est c'est assez impactant parce que c'était plutôt, du harcèlement moral. Donc en fait, dans une toute petite agence et donc on sait pas trop si on a fait quelque chose de mal. Il y a une perte de confiance en soi. Ça a été assez difficile. Néanmoins, j'ai eu mon diplôme. J'ai avec, unanimité du jury et juste après, en fait, j'ai fait un petit séminaire, une sorte de bootcamp sur l'entrepreneuriat social, où j'ai parlé de ça et où en fait, c'était un milieu, j'ai baigné pendant 3 jours dans un milieu très bienveillant, ce qui n'était pas forcément mon cas, dans le secteur architectural. Où je trouvais que c'était, un milieu assez difficile et là, c'est génial, c'est génial. Si tu as une idée, c'est génial. Alors je sais p souvent au début, quand j'avais commencé à parler de cette idée à mes proches, à mes potes, c'était un peu sceptique. Tout le monde était un peu sceptique et tout le monde a été très sceptique pendant longtemps, hein, jusqu'à ce qu'on y arrive finalement, et encore, aujourd'hui, enfin, bref, ça fait 8 ans, moi, qu'on me dit que Mineka va se casser la gueule donc aujourd'hui, ça va, mais au début, les démarrages ont été très, très durs et le scepticisme de son entourage ou de ses connaissances, c'est pas facile et ce bootcamp, en fait, il m'a vraiment aidée déjà à me sortir, de rencontrer des personnes, plus bienveillantes, qui m'ont dit: «Mais si, en fait, c'est génial, vas-y, continue» et qui ne me connaissaient pas et donc c'est hyper, heu, important, enfin, ça a été très important et donc dans ce cadre-là, j'ai rencontré, de nombreuses personnes, dont Martin Durigneux, de la pépinière, d'initiative d'Antiella,
Anciela, qui est une structure d'accompagnement, de la transition qui aide les projets autour de la transition, écologique et sociale, à se monter. Et donc il m'a fait rencontrer énormément de personnes, qui m'ont aidée enfin ça m'a aidée à monter Mineka, en fait. Mmh. Ce projet-là, tu l'as monté toute seule? Alors au démarrage, j'étais toute seule et très vite j'ai rencontré une autre archi qui avait le même projet, et qui est partie très, très vite en fait, qui a abandonné au bout de 3 mois, et donc après j'étais seule à porter le projet pendant 2 ans à temps plein et puis, j'ai réussi à agréger du monde autour, les copains, «Tu viens m'aider, on va faire une collecte», des copains archi, des copains, que je me suis fait, au fur et à mesure. Donc, en 2017, début 2017, j'ai intégré un coworking qui s'appelle Bricologie à Vaux-en-Velin avec un collectif d'architectes que j'avais rencontré lors de mon mémoire, que j'avais interviewé, qui faisait un petit peu de réemploi. Et donc, nos structures ont grandi ensemble. Donc c'était le collectif, Pourquoi pas, à Bricologie. Donc, j'ai découvert tout ce monde aussi de l'architecture alternative, de jeunes qui étaient plus jeunes que moi, et c'était hyper, stimulant, en fait, de se dire: on galère tous financièrement, mais Mmh. on a tous une envie, de faire autrement et c'était hyper intéressant, et stimulant d'être tous ensemble et on a fait beaucoup de partage d'expériences. Mmh. Et attends, j'essaie de me mettre dans la situation là. Tu te lances dans le projet et en gros, tu prends un camion, tu vas sur des chantiers, tu prends ce que tu peux trouver comme matériaux et après alors déjà, est-ce que c'est ça? Et après t'en fais quoi? Comment est-ce que tu trouves les clients? Comment est-ce que se démocratise, Oui. en fait, cette notion de remploi? Alors, au démarrage, j'ai fait le tour de toutes les institutions, des associations qui pouvaient ressembler. Donc à l'époque, il y avait le Frisch Market qui récupérait plutôt des éléments textiles et de l'événementiel, hem, pour voir si on pouvait pas, faire quelque chose ensemble. Le collectif Pourquoi pas récupérait aussi un petit peu des choses, faisait un petit peu des maraudes et ce qui s'est passé, c'est que, la présidente de l'époque de l'asso, donc était archi et donc a pu nous faire entrer, sur un chantier. J'ai rencontré le conducteur de travaux et il a dit: «C'est génial ce que vous faites» et cetera. Donc première collecte, énorme stress. Évidemment, moi, à l'époque, je ne conduisais pas. J'avais mon permis, mais j'avais peur de conduire, un camion encore pire. Donc Et là, tu collectes quoi, en fait? j'y vais avec, 2 copains qui étaient bénévoles et là, on va chercher, des qu'est-ce que c'était? Des tuyaux en PVC, OK, donc un gros fagot de tuyaux en PVC. Il y avait hem, j'ai mangé le nom, des panneaux de coffrage, d'accord. bakélisés, du CP, du contreplaqué bakélisé qui servent à couler du béton. Et puis on fait ce chantier et après on va voir 2 autres entreprises, 2 ou 3. On va chercher de la peinture, des chutes de faux, de sol souple, des chutes de sol souple et puis un peu de carrelage, un peu de faïence et on ramène tout dans le bureau à Bricologie qui fait, 12 m². Et donc voilà, on pèse tout avec un pèse-personne et on fait un espèce de mini catalogue un peu à l'arrache, et on diffuse sur les réseaux sociaux. OK. Donc, à l'époque, il devait y avoir 20 personnes, qui suivaient Mineka et c'est un peu comme ça que ça a commencé et en fait, on a fait plusieurs collectes, comme ça. J'ai rencontré de plus en plus de monde et en fait, la communauté sur Facebook a commencé à grandir, en fait. Donc on s'est rapprochés d'autres assos, type, Les Castors, qui est une association d'autoconstructeurs et en fait, fin 2017, il y avait plus de place dans le bureau, quoi. Mmh. Excellent. Ça a grandi en fait, assez vite, même 2017, on n'a pas encore eu la vague Covid, on n'a pas eu l'engouement j'imagine d'ailleurs je peux te poser la question parce que je me trompe, peut-être, qu'il y a aussi un avant-après, Covid pour vous? Alors, il y a un avant et un après Covid. L'année du Covid, alors fin 2019, on déménage. On change de local
Et on arrive au 182 rue de la Poudrette avec Atelier Emmaüs. Donc là, on avait déjà le camion depuis 1 ou 2 ans. On achète T'es une pro de la conduite, là. Et alors maintenant, je conduis le camion, mais c'est plus moi qui fais les collectes. J'en ai fait pendant 3 ans, mais là, aujourd'hui, on a structuré l'équipe S'arrête. pour que pour se répartir les tâches, hein. Je peux plus être autant au four et au moulin qu'avant. Hem Et donc l'année du Covid, était censée être notre année de changement d'échelle parce qu'on avait fait un financement participatif pour financer notre emménagement. Et au bout de 3 mois, patatras, tout ferme. Et puis là, c'est la panique à bord parce qu'on ne sait pas ce qu'on a le droit de faire. On a fait une seule collecte où une entreprise nous a livré 5 tonnes de peinture pendant le Covid, mais sinon tout était fermé. On a vraiment tout fermé, hein. C'était le 1er confinement, tout le monde avait extrêmement peur, on nous annonçait des 3 000 morts par jour, donc clairement, on n'avait pas envie ni de se mettre en danger, ni de mettre en danger les autres. Et donc par contre, quand on a réouvert, au mois de mai, on n'a jamais c'est la première fois qu'on a vendu autant de matériaux, alors qu'on a fait très peu si je me souviens bien, très peu de com pendant les confinements. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, comme il y avait des problèmes de fourniture, des délais de fourniture de matériaux, on a vu apparaître des nouveaux adhérents qui viennent se fournir chez nous et qui avaient le temps, en fait, comme il y avait des délais très longs de fourniture de certains matériaux, ils venaient chez nous et avaient le temps de préparer la matière qui nécessitait une préparation à l'emploi. Et les matériaux étaient encore moins chers puisqu'à ce moment-là, il y a eu une énorme inflation sur le prix des matériaux. Et ça s'est un peu reproduit avec la guerre en Ukraine et l'augmentation du prix de l'énergie. Ça a été quoi les plus grosses galères au début ou encore aujourd'hui pour toi, Emineeka? Les plus grosses galères? Au début, c'était difficile, c'est le manque de confiance avéré ou de se prendre beaucoup de portes, beaucoup de sexisme et de misogynie ordinaire aussi, parce que c'est moi qui portais le projet auprès des institutions, auprès des financeurs, et je me suis pris des réflexions qui étaient pas possibles, en fait. À l'époque, j'étais pas dans la confrontation. Si aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai et puis avec la vague MeToo, et le fait que les femmes osent beaucoup plus facilement dénoncer ce genre de comportement, je dirais quelque chose. À l'époque, je l'avais dit un peu après, mais oui, de qu'on m'appelle petite Joanne, vos petits bras, en gros construction, récupération, femme, ça, ça évoquait pas beaucoup de confiance auprès de certains interlocuteurs qui n'étaient pas issus de la construction. Parce que dans le secteur de la construction, c'était OK, en fait. C'était OK. Et en fait, c'était plutôt des micro-galères. Après le Covid, évidemment, ça a été un énorme stress. Aujourd'hui, en fait, quand il nous arrive des petites galères, à chaque fois, je me dis: «En fait, le Covid ne nous a pas tués, donc qu'est-ce qui peut nous arriver aujourd'hui?» À part, je sais pas, un incendie, du stock. Mais aujourd'hui, en fait, la galère, faut faire avec. Faut faire avec. Et ça a été peut-être la recherche de financement, en fait, mais finalement, c'est pas le pire. Tout à l'heure, j'ai parlé de clients, mais toi, tu as dit adhérents. Oui. En quoi ce sont des adhérents et finalement pas des clients? Alors, parce que nous, on est sous statut associatif. On a créé une association avec des statuts qui sont qu'on a écrits et qu'on a réécrits en plus en 2019, dont l'objectif est de démocratiser le réemploi par tous les moyens qu'on pourrait mettre en œuvre pour cette démocratisation. Hem Et dans un
dans un but d'intérêt général, donc de réduire les déchets de la construction, et à tous les publics. Donc c'est-à-dire, que le stock est ouvert à tous et en fait, pour pouvoir bénéficier des matériaux, les personnes qui souhaitent, venir se fournir chez nous adhèrent à l'association, et le prix varie selon, votre statut, particulier, association ou autre. Et en fait, c'est pas comme si vous alliez à Leroy Merlin et le client est roi et on fait ce qu'on veut. En fait, le réemploi, en tout cas nous, comme on a monté, Mineka, c'est, faire avec le déjà là. Donc évidemment que les matériaux, certains, ont un petit pet, parce qu'ils ont été récupérés. Certains, ont besoin d'être, repréparés, certains enfin voilà, il y a des choses à faire et c'est aussi des valeurs humaines et sociales qui font que, on respecte nos interlocuteurs. C'est pas forcément toujours le cas parce que plus on grandit, plus, on on attire des nouveaux adhérents qui sont, clairement pas du tout sensibilisés et qui s'en fichent et qui viennent, uniquement pour le bas prix. Mais nous, notre objectif, c'est de diffuser la démocratisation du réemploi et les valeurs, humaines dans le respect des valeurs Mmh. de l'économie sociale et solidaire. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder la page, Instagram, de Mineka où on voit toute l'actualité, tous les produits qui arrivent. Moi, je suis assez épaté de voir tu parlais des matériaux qui ont des petits pets, mais vous avez aussi plein de produits qui sont, dans un état impeccable, en fait, qui sont neufs. Heu, Vous avez des ampoules, vous pouvez trouver plein de trucs donc franchement, allez-y, c'est peut-être, plus sympa que d'aller chez Leroy Merlin, en tout cas. Mmh. Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 5, on va passer à 6. On est en train de recruter 2 personnes, pour l'automne, donc un cariste et une chargée de sensibilisation et de développement. Hem, donc on sera 7 à la fin de l'année. Donc ça, c'est la partie, salariés. Ensuite, on accueille, régulièrement des volontaires en service civique et des stagiaires, soit des stages, ouvriers, pour, quelques semaines. Donc c'est souvent des jeunes archis qui viennent découvrir le réemploi plutôt sur le pôle stock parce que sur 3 semaines, on peut pas vraiment les accompagner, leur faire découvrir le réemploi sur le bureau d'études et après sur des stages plus longs, de 4 à 6 mois, sur le bureau d'études pour faire des diagnostics, de bâtiments, diagnostiquer tous les matériaux qui peuvent être, réemployés et ensuite on a aussi hem un conseil d'administration composé de 7 personnes qui sont totalement bénévoles et qui travaillent plutôt sur la stratégie de fond, sur les sujets de fond, sur, la politique RH, la culture de l'entreprise et sur, les grandes décisions et les orientations, Mmh. que peut prendre, Mineka, avec, un bureau très, très investi. Mmh. On a beaucoup parlé du réemploi, mais tu as aussi d'autres activités, je le disais tout à l'heure, l'accompagnement des acteurs de la construction et puis la sensibilisation. Ça représente quoi aujourd'hui dans la part de votre activité, par rapport à la part globale et qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui pour ces acteurs-là? Alors le bureau d'études, ça représente à peu près un tiers de l'activité. Hem Ça représente un tiers de l'activité et dans ce cadre-là, on réalise des diagnostics, produits, équipements, matériaux, déchets, qui est devenu réglementaire. Ce qui est intéressant, je fais peut-être un défocus, mais c'est que en fait, quand on a commencé il y a 8 ans, c'était une pratique extrêmement confidentielle. On nous prenait un petit peu pour des fous et la récup, même si j'aime pas ce mot, c'était, pour, les écolos, babos, avec des sarouels, les punks à chiens, les pauvres, heu et Qui vont aujourd'hui construire leur ZAD. qui Oui. vont construire leurs ZAD, exactement. Allons au fond du cliché. J'ai tout à fait entendu, ce terme-là un jour dans une équipe de maîtrise d'œuvre où, oh là là, si on fait du réemploi, ça va ressembler à une ZAD. Donc voilà les clichés, hem Bah, venez voir le 6B, vous allez voir, c'est pas une ZAD, hein. et hem en fait, je sais plus où j'en étais, mais Tu faisais un défocus, tu disais, il y a 8 oui, enfin, 8 ans, 10 ans, on n'était pas
Voilà. là où on en est aujourd'hui. Exactement, très confidentiel et en fait, depuis 2020, il y a une loi qui s'appelle la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, qui, structure, tous les secteurs, industriels, français et dont la construction et donc là, ça y est, depuis 1 an et demi, 2 ans, le réemploi commence à être obligatoire, déjà dans le secteur du déchet, donc par la mise en place de différents dispositifs où aujourd'hui, en fait, dans la collecte des déchets de la construction, il y a des objectifs de réemploi, donc de captation des déchets qui partent pour, les filières de réemploi. Donc en fait, il y a 8 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Il y a des objectifs. Donc là, il y a une opportunité et enfin, en fait, et c'est ça qui a été intéressant. Tout à l'heure, tu me demandais, quelle a été la plus grosse galère, c'était de sensibiliser. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibilisées et en fait, le fait de s'être accrochée, c'est hyper satisfaisant, d'avoir été persévérante parce que, aujourd'hui, c'est devenu obligatoire et on est là, on est les premiers sur Lyon à l'avoir fait et quand on nous prenait pour des fous il y a 8 ans, bah, maintenant c'est: «Vous voyez les gars, on est là, c'est devenu obligatoire» et d'une utopie il y a 8 ans, c'est en train d'être normalisé et c'est hyper satisfaisant de se dire, en fait, ce à quoi, une minorité d'acteurs croyaient, est en train de se structurer et ça, c'est super chouette. Mmh. Vous intervenez uniquement sur la région lyonnaise? Pour la collecte, oui. Ouais. Après pour tout ce qui est bureau d'études, c'est toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis après on peut aller plus loin, on est allé jusqu'à Vitrolles, hem et voilà et en fait, pour reprendre le fil, c'est dans les missions du bureau d'études, on accompagne, les opérateurs à déconstruire convenablement pour que les matériaux aient une seconde vie, soit sur le chantier d'après, sur leur rénovation, leur reconstruction, soit que ça parte, dans des filières de réemploi comme Mineka ou autres, sur d'autres territoires. Donc par exemple, l'une des toutes premières opérations qu'on avait accompagnées à Roanne, 100 quasiment des matériaux qu'on avait diagnostiqués, ont été, redistribués, auprès de filières locales. Donc ça, c'était une réussite, complètement, incroyable. Donc ça marche. Tous les opérateurs du chantier, dont la maîtrise d'ouvrage, avaient été, très, très moteurs, pour la réussite de l'opération. Mmh. Depuis que tu as créé Mineka, tu es manager. Ça veut dire quoi pour toi? Quel type de enfin, j'aime pas le mot type, mais quel manager, tu es? Qu'est-ce que tu essayes d'incarner, en tout cas, pour tes équipes? Hem, alors c'est une super bonne question parce qu'on s'est formé il y a pas longtemps au management, via l'Institut, Transition. Le management, c'est un vrai métier et clairement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs et on ne naît pas manager, c'est une compétence, qu'il faut acquérir et c'est peut-être en ça aussi où c'est compliqué en agence d'architecture parce qu'on n'apprend pas le management à l'école. Et donc, on a tous un peu plus ou moins la même manière de travailler. Donc travailler entre architectes, c'est assez facile. C'est assez facile de recruter quelqu'un qui nous ressemble, mais quand on cherche d'autres compétences qu'on n'a pas, c'est beaucoup plus compliqué. Hem, Au fur et à mesure des années, en fait, on a mis en place, une communication, non violente. Donc on a même si c'était pas violent avant, mais en fait, de réfléchir à ces sujets, de se dire: «Ah en fait, peut-être que là, j'aurais pas dû réagir, de cette manière». Le manque de communication, en fait, aussi entre personnes, peut générer, beaucoup de frustration, de cristallisation de certains problèmes et cetera. Donc on a mis en place beaucoup d'ateliers en interne, de gestion du temps aussi pour, apprendre à travailler ensemble, créer un cadre commun et en fait, comment on fonctionne chez Mineka, c'est que, hem on va dire que moi, je dirige, le bateau, néanmoins tout le monde est essentiel et tout le monde co-construit, notre direction, et chacun apporte sa part pour, créer ce cadre de travail bienveillant. Donc on a un cadre
qu'il faut respecter, mais néanmoins, on reste très flexible, on est assez flexible, on s'est formé à la communication non violente, à la gestion du temps et là, on est en train d'écrire, une politique, de ressources humaines, justement pour mieux accueillir les stagiaires, mieux accueillir, les nouveaux arrivants, pardon, parce qu'en fait, on est en train de grandir et l'objectif, c'est que, chacun, ait un temps d'accueil et puisse s'approprier tous nos outils. Donc on fait des formations en interne. Par exemple, chaque fois dernièrement, Perrine, qui est la dernière arrivée dans le bureau d'études, a fait une formation pour, 2 stagiaires, un volontaire en service civique au sujet du réemploi. On fait des points, régulièrement sur, l la veille réglementaire ou on fait des points régulièrement sur, comment travailler ensemble, qu'est-ce qu'on met en place s'il y a un problème, heu voilà, ce genre de choses et donc on essaie de mettre en place, un management, bienveillant. Et que tout le monde soit en accord, avec ça et puis après forcément des fois il y a des petits couacs, des petits écueils, parce qu'on est tous humains et que ça arrive, qu'il y ait des petites prises de tête, ou que des personnes soient pas en accord justement avec, notre cadre et ce qu'on vit aussi, c'est que comme on est une association, surtout avec des jeunes, les jeunes arrivent chez Minica et pensent qu'ils vont pouvoir, tout révolutionner, que le fait que ce soit une association, déjà, il y ait pas de cadre de travail et que, ils vont pouvoir prendre des très, très grandes décisions. Donc, c'est arrivé qu'un stagiaire, veuille changer le logo de Minica et donc, là, c'est clairement pas possible. En fait, le logo a été fait par un graphiste, il y a une charte graphique et cetera, et même si c'est de la bonne volonté, en fait, il y a tout un cadre à mettre en place pour dire: «Oui, on est une association, donc on a des valeurs, dans qui respectent l'économie sociale, et solidaire. Ça nous tient à cœur, si tu as 5 minutes de retard, on va pas, te fouetter. Mais par contre, si tu arrives tous les jours avec une demi-heure de retard, que tu nous préviens pas et cetera, ça va être plus compliqué parce qu'on est dans un cadre, où on doit respecter le code du travail, il y a des conventions et cetera. Donc il y a quand même des cadres et ça, en fait, l'accompagnement des jeunes, il est, heu, il reste encore à faire parce qu'il y a beaucoup de fantasmes Mmh. autour du statut associatif, mais c'est pas parce qu'on est une association qu'on n'a pas de cadre et qu'on n'est pas régi par le code du travail. Et puis aussi autour du réemploi. Il y a un peu le syndrome de la tour Eiffel, c'est-à-dire, heu, beaucoup de c'est génial ce qu'on fait, ouais, je vais faire du réemploi, je vais fabriquer, en permanence, je vais faire des super projets avec, des matériaux de construction. Sauf que d'aller sauver des matériaux de la benne, c'est de la logistique, c'est physique, il fait chaud, il fait froid, c'est sur des chantiers, on a mal aux pieds, il faut faire attention de pas se blesser, c'est du déménagement, en gros Mmh. et être animateur de stock, c'est aussi, donc c'est super d'accompagner des personnes, des adhérents qui sont super sympas, avec qui on peut créer du lien et cetera. Puis il y en a qui sont beaucoup moins sympas aussi, qui nous poussent dans nos retranchements, qui négocient les prix, qui comprennent pas pourquoi il y a une adhésion à payer, et où ça peut, voilà, il y a pas très longtemps, il y a un monsieur qui a insulté Lou, notre animatrice et c'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre parce que quand on met en place tout un système, bienveillant et qu'en fait on se fait, quand même insulter, ça peut être rageant un peu. Mmh. Justement, moi, ça va être une de mes questions, là, ça va faire bientôt donc 10 ans, que tu portes ce sujet, que tu ouvres une voie un peu nouvelle dans la construction. Comment est-ce que maintenant, toi, tu prends soin de toi aussi? Comment je prends soin de moi? Hem, clairement on a fait un atelier, on a été accompagnés, via une fondation qui s'appelle la Fondation Émergence, hem, qui nous a, dont on a pu bénéficier d'un atelier de gestion du temps par un bureau de conseil, qui, accompagne sur différents sujets et clairement ça nous a sauvé la vie. Ça nous a sauvé la vie, en tout cas moi ça m'a sauvé la vie et ça a permis aussi de créer, de construire un cadre aussi et un fonctionnement, de travail avec, le reste de l'équipe et aujourd'hui en fait, de toute façon moi j'arrive plus à travailler, comme une, brute, je vais faire des 22-23 heures, ça arrive, mais c'est très, 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 très rare. Aujourd'hui, j'ai réussi en fait à analyser, heu,
quand est-ce que j'avais de l'énergie? Le matin, au fur et à mesure de la semaine aussi et le fait, en fait, de pouvoir me reposer et de faire ce que j'aime en dehors du réemploi et de Mineka, ça me permet, en fait, d'avoir de l'énergie pour continuer parce qu'en fait, il y a eu des moments où ça a été très difficile, où c'est des crises d'angoisse, c'est, ce sentiment de: «Je vais pas y arriver, je vais crever», ça je l'ai eu, hein, il y a quelques années et aujourd'hui, en fait, de prendre soin de soi et de se dire: «Bah, stop» et de savoir dire non aussi, d'apprendre à savoir dire non et de savoir identifier, où mettre son énergie aussi. Aujourd'hui, en fait, je peux plus dire oui à toutes les sollicitations d'étudiants qui veulent faire des mémoires. Alors au début, c'était oui, mais en fait, maintenant, en fait, on est obligé de sélectionner. Je suis obligée de sélectionner pour pouvoir prendre soin de moi et pour pouvoir, en fait, travailler au développement de Mineka parce que je peux pas Mmh. tout le temps faire des interviews. Donc ça m'arrive, aujourd'hui, je vous ai dit oui, mais ça aurait pu être non parce que en fait, j'ai pas le temps et en fait, assumer ce non aussi, c'est quelque chose que j'ai appris et Mmh. c'est pas parce qu'on dit non qu'on est méchant et il faut le contextualiser. Donc savoir contextualiser aussi auprès de ses Mmh. interlocuteurs, ça permet de s'enlever un peu du poids. Mmh. Et justement, travailler au développement de Mineka, quelles sont les prochaines étapes? De quoi tu rêves? De quoi tu as besoin? Heu et envie aussi? Hem, Nous, on a un objectif là, de déployer une campagne de sensibilisation qui s'appelle «Construire mieux avec moins». En fait, depuis que le réemploi, s'est un peu plus démocratisé, grâce notamment à nos actions, on se rend et grâce à l'obligation d'intégrer des matériaux de réemploi dans certains marchés publics, on est beaucoup sollicité et il y a de plus en plus d'opérateurs qui veulent faire du réemploi, mais hem, il y a peu de personnes qui savent faire, qui ont les outils pour ça. Donc nous, notre objectif avec cette campagne de sensibilisation, c'est, de terminer notre parcours pédagogique au sein du stock. Donc, Romain, toi, tu es venu, tu as vu notre grande Mmh. fresque et des outils pédagogiques un peu à droite à gauche. Là, l'objectif, c'est de le finir avant la fin de l'année. Hem Pour qu'en fait, quand tu viens au stock, même si tu achètes rien, tu repars avec, de la donnée. Tu as découvert des choses, au sujet du réemploi, le contexte, et de tirer aussi, vers d'autres secteurs, notamment la low-tech. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est pas de vendre plein de matériaux pour, devenir, une autre manière de surconsommer comme peut le c'est Mmh. un peu l'écueil avec Vinted, finalement, qui est aussi en train de tuer, Ouais, tu as un effet rebond très fort. voilà, d'autres acteurs tels que, les Emmaüs, le modèle Emmaüs. Donc voilà, cette campagne de sensibilisation et de déployer aussi notre offre de formation. Donc on est devenu organisme de formation, en 2023. Donc là, on est en train de se structurer pour obtenir, un agrément de certification Qualiopi pour pouvoir faciliter la transmission, en fait, de notre savoir auprès des acteurs, de la construction. Génial. Mmh. Est-ce qu'il y a, un sujet qu'on n'a pas abordé, Joanne, qui te tient à cœur? Non, je crois que j'ai fait le tour. Mmh. En tout cas, merci beaucoup, de nous avoir fait, voyager dans l'aventure Mineka avec toi, avec l'équipe. Hem, c'est vrai que moi, le sentiment que j'ai quand on a vos matériaux, dans la restauration qu'on est en train de faire, dans notre projet du 6B, c'est beaucoup de joie. Je sais pas, ce que ça procure alors que ce soit Mineka ou d'autres acteurs, mais le fait de se dire cette pierre-là, je crois qu'on a des pierres qui étaient, juste à côté, étaient sur la place Bellecour, qui sont, dans l'appartement, enfin dans les bureaux maintenant. Tu vois, le fait que ces matériaux, ils aient une première vie, que tu leur donnes une deuxième vie, je sais pas, c'est comme si tu faisais naître quelque chose, dans la continuité d'un héritage, heu, là où il a pu être, dans le passé et je trouve ça vraiment très, très joyeux, au-delà de, je fais une bonne action pour, l'environnement.
Je sais pas, il y a quelque chose, je trouve, quand on le fait avec sincérité, quand on le fait avec envie, tout simplement, qui procure beaucoup de joie. Donc, c'est pour mon petit témoignage et te remercier aussi pour ça, parce qu'on est hyper contents de pouvoir bosser avec vous sur ce projet-là. Merci de nous avoir accordé ce temps parce qu'on sait que tu es très prise et qu'il y a plein de choses, qu'on est au milieu de l'été, qu'on a tous envie de partir en vacances aussi. Merci beaucoup, Joanne, pour ton temps ce matin et bravo de tenir bon aussi depuis 8 ans contre les idées reçues, contre les phrases dégradantes parfois qui ont pu être prononcées, contre certaines législations extrêmement contraignantes et très peu projetantes dans un futur souhaitable et enthousiasmant. Donc, encore une fois, une discussion inspirante pour nous, je crois. Merci beaucoup pour la proposition, pour l'accueil. C'était avec plaisir que j'ai répondu à vos questions. Ça m'a permis de faire une petite pause aussi dans mon quotidien. Et puis j'ai hâte d'aller visiter le 6B maintenant. Allez, on y va alors. Merci Joanne, à bientôt. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!